Aujourd'hui, je vous retrouve pour aborder avec vous un problème que beaucoup de fumeurs rencontrent pendant leur sevrage cannabique. Et évidemment, je vais vous proposer une solution à ce problème qui est celui du découragement. Il y a énormément de fumeurs qui se découragent à un moment du sevrage, ça peut être au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe, parce que les symptômes de manque qu'on ressent à l'arrêt du cannabis peuvent durer plus ou moins longtemps et être plus ou moins intenses, donc ça dépend vraiment des gens. Toujours est-il que il y a beaucoup de gens qui connaissent des périodes de découragement parce que le sevrage est une période un peu étrange où d'un côté on remarque plein d'inconvénients qui sont ces fameux symptômes de manque. Par exemple, on a beaucoup de mal à dormir ou à faire des nuits réparatrices, on fait des cauchemars, on se réveille en sueur la nuit. Et de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de bienfaits qui semblent se dégager de l'arrêt du cannabis, à part peut-être quelques économies. Voilà, si vous avez arrêté 2 semaines, vous pouvez budgétiser et comprendre que ça vous fait 10, 20, 30 euros d'économie sur votre consommation habituelle, mais comparé à plusieurs jours où on ne s'endort pas et on tourne dans son lit jusqu'à 4 heures du matin, alors que le lendemain, il faut se lever pour aller au travail, c'est quelque chose d'un petit peu léger dans la balance. Donc, on se retrouve à faire une comparaison qui est une comparaison asymétrique entre ces inconvénients flagrants et des bénéfices qui sont discrets, invisibles, et du coup, ça paraît évident de se dire que le sevrage ne sert à rien, et puis qu'éventuellement, dans quelques mois, on retentera un nouveau sevrage quand ce sera le meilleur moment. Le problème, c'est que même si la situation dans votre vie peut effectivement être différente dans quelques mois, et être plus favorable au niveau de votre environnement, les signes que vous allez ressentir, les symptômes de manque que vous allez ressentir à l'arrêt, seront a priori les mêmes. Donc autant les surmonter dès maintenant. Et pour vous aider à les surmonter, je vais vous proposer un exercice qui va demander de prendre des notes. Donc prenez de quoi noter, papier, stylo ou fichier texte sur un ordinateur ou fichier prise de notes sur votre smartphone, peu importe, mais prenez de quoi noter. Première étape de cet exercice, on va faire une projection sur les 10 prochaines années et on va prendre une hypothèse de départ pour cette projection qui est la reprise du cannabis. On va dire ok, aujourd'hui on est le jour 1 et à jour 1, vous reprenez, vous arrêtez le sevrage, vous abandonnez votre tentative de vous libérer du cannabis, vous vous roulez un gros joint et puis après vous continuez avec la consommation qui était la vôtre avant le début du sevrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va calculer, dans 10 ans à partir d'aujourd'hui, combien de joints vous aurez fumé. Alors, chacun a une consommation différente. Moi, dans le cadre de cette vidéo, je vais prendre un exemple qui ne peut pas représenter tous les fumeurs, évidemment. Je vais prendre l'exemple de ce que j'appelle le fumeur somnifère, celui qui fume un joint tous les soirs pour arriver à dormir. Dans 10 ans, ce fumeur, à partir d'aujourd'hui, à partir du jour 1, aura consommé 3650 joints. Je répète, 3650 joints uniquement sur la base d'un joint quotidien. Vous, évidemment, vous faites ce calcul à partir de votre consommation. Si vous ne fumez que les week-ends, vous estimez la quantité de joints consommés le week-end et puis vous modélisez ça sur 10 ans. Si vous êtes un fumeur somnifère mais que vous fumez 2 ou 3 joints tous les soirs, vous faites le calcul sur 10 ans à partir de cette consommation. Ça, c'est le chiffre massu qui apparaît dans la projection. Vous allez pouvoir rajouter d'autres éléments pour cette modélisation sur 10 ans. C'est d'abord les économies, les dépenses qui sont impliquées par ce nombre de joints fumés. Donc là encore, ça dépend des gens, ça dépend si vous cultivez, si vous avez une source plus ou moins gratuite de cannabis, ça dépend de l'endroit où vous habitez, parce que les prix ne sont pas pareils à Paris ou à Marseille. Mais en gros, vous pouvez quand même essayer de budgétiser un petit peu ce que ça représente. Et il y a des gens pour qui fumer un joint par jour pendant 10 ans, ça va représenter 6 000 ou 7 000 euros de budget. Autre élément encore plus flou que le budget, mais que je vous demande d'essayer de visualiser, de modéliser sur les 10 prochaines années, c'est les autres inconvénients de la consommation de cannabis. Le manque de concentration, le manque de réflexes, les réflexes ralentis, les petites crises d'anxiété, voire les petites crises de paranoïa que vous allez ressentir aussi bien des fois chez vous le soir seul avec votre joint que dans des lieux de socialisation. Si vous fumez en soirée par exemple et que vous avez déjà
une tendance à l'anxiété sociale, là où l'alcool en général enlève la peur et rend les gens même parfois un petit peu trop extravertis, le cannabis en général amplifie l'anxiété sociale. Donc combien de bad trips, entre guillemets, vous allez vous taper sur les 10 prochaines années, hein, si vous allez en soirée une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, selon la fréquence de vos petites crises d'angoisse, vous pouvez aussi modéliser ça. Vous pouvez rajouter le risque policier et je dirais même l'aléatoire policier. Parce que en France, en ce moment, on est en train de passer à cette histoire de forfaitisation. Donc au lieu de vous prendre 48 heures de garde à vue pour un malheureux joint, vous ne risquez plus que de vous prendre 150 € d'amende, ce qui fait quand même cher la conso. Et le problème, c'est que même si la loi a évolué, il reste un élément qui est l'aléatoire policier. Parce que selon la personne qui vous arrête et qui vous contrôle, vous allez tomber sur quelqu'un qui va prendre votre cannabis et vous souhaiter une bonne journée, mais vous allez aussi peut-être tomber sur quelqu'un qui n'a pas fait son quota, qui est de mauvaise humeur, qui n'aime pas les fumeurs, qui ne fait pas partie du collectif des policiers contre la prohibition, et qui va non seulement confisquer votre matériel, mais qui va aussi vous mettre les 150 € d'amende. Et cet aléatoire policier, ça devient même un aléatoire judiciaire si le cannabis est impliqué dans un accident de voiture. Alors, je rappelle que on peut subir un dépistage surprise du cannabis au volant, même en dehors d'un accident, mais si vous commettez ou si vous êtes impliqué dans un accident mortel, vous serez dépisté. C'est obligatoire. Et même pour les accidents moins graves, si d'aventure vous êtes dépisté par la police qui passait par là, l'assurance ne remboursera rien si vous êtes testé positif. Ça, c'est un élément. Il y a aussi le fait qu'on va perdre la moitié de ses points de permis devant le juge. C'est 6 points en moins, je crois, pour un dépistage positif. Donc tout ça, si vous êtes quelqu'un qui conduit pour son travail, parce que vous allez au travail en voiture, vous faites l'aller-retour par jour, ça fait 5 allers-retours par semaine. Si vous êtes quelqu'un qui doit conduire dans le cadre de ses obligations professionnelles, ça fait encore plus de déplacements. Hein. Si vous allez, par exemple, de chantier en chantier ou de client en client pour un commercial, eh bien, vous avez d'autant plus de risques de vous prendre un dépistage surprise et surtout d'autant plus de risques d'être impliqué, même malgré vous, même si vous conduisez très bien, dans un accident. Et qui dit implication dans un accident, dit risque de dépistage, et ainsi de suite. Donc, bien sûr qu'il y a des gens qui conduisent depuis 20 ans en ayant fumé la veille et qui n'ont pas été dépistés une seule fois, c'est une réalité, mais il y a aussi des gens à qui ça arrive. Et dans les 10 prochaines années, bah, ça peut aussi vous arriver. Alors, je le répète, c'est très dur de modéliser un risque. Par définition, c'est dur de modéliser un aléatoire. Si dans les 5 dernières années, vous n'avez jamais été dépisté au volant, vous pourriez vous dire « Ok, ça ne va jamais m'arriver ». Très bien, mais calculez le nombre de trajets que vous faites en voiture pour voir toutes les fois où ça pourrait vous arriver. Deuxième étape de cet exercice, on va refaire une projection sur les 10 prochaines années, mais cette fois, on va partir du postulat que vous réussissez votre sevrage, vous tenez bon, vous ne cédez pas à la tentation, et dans 10 ans, eh ben, ça fera 10 ans que vous avez arrêté de fumer. Donc, premier élément à mettre dans cette projection-là, c'est combien de joints vous aurez économisé. C'est exactement le symétrique de la première étape. Dans 10 ans, en fumant, vous auriez fumé, par exemple, pour mon fumeur somnifère, 3650 joints. Eh bien, en réussissant votre sevrage, dans 10 ans, vous aurez économisé 3650 joints. Quand je dis économiser, je ne parle pas de l'argent, je parle de ne pas avoir consommé ces joints. Vous vous serez épargné la consommation de 3650 joints. Vous pouvez du coup en déduire aussi le budget économisé. Ça va peut-être libérer 6 000, 7 000, 8 000 euros. Et c'est l'occasion de se demander qu'est-ce que vous feriez de cet argent, non pas pour vous financer des vacances aux Baléares ou je ne sais pas quoi, mais pour un projet sérieux. L'histoire des économies, c'est l'occasion d'entrouvrir la porte de la vision à long terme. Est-ce que vous avez une vision à long terme? Je pose la question parce que non seulement c'est un problème récurrent chez les fumeurs de cannabis, où il y a ce côté, en fait, on n'a pas de vision à long terme, ça touche particulièrement les moins de 30 ans. Après 30 ans, en général, les gens ont quand même une vision un petit peu plus développée, notamment sur ce qu'ils veulent en termes de vie de famille, par exemple. Mais avant 30 ans, on a tendance à brûler la chandelle par les deux bouts, et le problème, c'est que l'absence de vision à long terme, c'est l'absence de quelque chose qui, normalement, structure votre vie, structure vos décisions de vie, structure vos priorités. Donc, c'est quelque chose de très important qui ne concerne d'ailleurs pas que les fumeurs de cannabis, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas
élaborer une vision à long terme et qui n'ont pas du coup de support pour être déterminés dans leurs objectifs, déterminés dans leur manière d'aborder la vie. Je fais une toute petite parenthèse, qu'est-ce que ça veut dire la vision à long terme? Ça veut dire lorsque vous aurez atteint l'âge canonique de 80 ans, c'est l'espérance de vie moyenne pour les hommes, quand vous aurez atteint cet âge canonique et que vous vous retournerez sur votre vie, sur votre passé, qu'est-ce que vous voulez contempler comme accomplissement familial, comme accomplissement professionnel, comme accomplissement sportif, artistique, spirituel, bref, quel est le paysage humain que vous voulez contempler en vous retournant sur votre vie à l'âge de 80 ans. Je ferme la parenthèse sur la vision à long terme. Vous pouvez aussi essayer de modéliser le gain d'énergie, de motivation, de concentration provoqué par l'arrêt du cannabis. Alors imaginons que sur une échelle de 0 à 20, vous puissiez évaluer votre énergie quotidienne. Je reprends le cas de mon fumeur somnifère. Le lendemain, d'accord, lorsqu'il a juste fumé un joint pour s'endormir et qu'on est au milieu de la journée qui suit, lorsqu'il est midi, lorsqu'il est 14 heures, quelle est son énergie, quelle est sa motivation? Si son énergie, sa concentration et sa motivation sont à 12 points sur 20 parce qu'il a fumé un joint la veille au soir avant de s'endormir, est-ce que en arrêtant de fumer chaque jour, sa motivation sera à 15 sur 20? Sachant qu'on peut aussi travailler à la développer, notamment grâce à cette histoire de vision à long terme. Mais déjà, là, il a gagné 3 points de motivation. La question, c'est, sur 10 ans, combien ça fait? Ça fait plusieurs milliers de points de motivation gagnés. Ça fait presque 10 000 points de gagner en motivation, en concentration. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de modéliser. Bref, modéliser tous les avantages de l'arrêt du cannabis. Les avantages financiers, les avantages pour la santé, pour les réflexes. En gros, le bien-être physique et le bien-être psychologique. À ce moment de l'exercice, vous avez normalement 2 images, plus ou moins précises, plus ou moins floues, de vos 2 avenirs potentiels, d'accord? Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez 2 images, mais il y a sans doute des zones un petit peu floues, parce qu'on l'a vu, il y a des choses qui sont plus difficiles à modéliser que d'autres. C'est plus difficile de modéliser, par exemple, les inconvénients pour la santé lorsque on a 25 ans ou 30 ans et qu'on n'a pas été diagnostiqué avec une tache bizarre sur les poumons. Évidemment, c'est plus facile de modéliser le risque lié à la consommation de cannabis et de tabac, pour ceux qui fument des joints classiques. C'est plus facile de modéliser ce risque lorsqu'on a déjà été opéré une fois du cancer, évidemment. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc ce que vous allez faire pour essayer de clarifier ces zones de flou qui sont dans les 2 images symétriques, c'est que vous allez cette fois non pas faire une projection dans le futur, mais vous allez inspecter votre passé. Et vous allez précisément inspecter votre passé de fumeur. Donc si vous fumez depuis 1 an, vous faites le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Si vous fumez depuis 3 ans, vous faites le bilan des 3 ans qui viennent de s'écouler. Et quand je parle de faire le bilan, comme pour les 2 projections, on commence par faire le bilan en quantité de cannabis consommé. Donc là encore, quelqu'un qui fumerait 1 joint par jour depuis 1 an, c'est quelqu'un qui a fumé 365 joints. Si vous avez tendance à avoir des crises d'angoisse, vous pouvez compter le nombre de crises d'angoisse que vous avez eues. Ou vous pouvez au moins essayer de vous rappeler certains événements marquants. Les moments où vous avez pris une mauvaise décision à cause du cannabis. Les moments où vous avez eu une crise d'angoisse en soirée alors que vous étiez avec des amis, mais où vous avez flippé à cause du THC dans votre sang. Les moments où vous n'avez pas osé faire quelque chose d'important, où vous avez annulé quelque chose à la dernière minute, soit parce que vous étiez un peu ramolli par le cannabis, soit parce que vous étiez carrément flippé. Annuler une rencontre avec des amis, échouer à un entretien d'embauche, être en retard à quelque chose qui était important parce que vous avez eu du mal à vous réveiller, parce que vous étiez vaseux du cannabis fumé la veille. Bref, tous les inconvénients tangibles, tous les inconvénients que vous avez réellement expérimentés dans votre parcours de fumeur, c'est le moment de les lister dans ce bilan du passé. Et du coup, en listant tous ces inconvénients qui sont des choses concrètes, vous allez pouvoir clarifier les zones de flou. Ça restera des projections donc qui sont théoriques, qui sont hypothétiques, mais en vous étant reconnecté à qu'est-ce que c'est le déplaisir de se lever sans énergie parce qu'on a fumé un joint de trop la veille, qu'est-ce que c'est le déplaisir d'avoir une crise de parano dans une soirée ou même dans son couple parce qu'on a un petit peu trop fumé, toutes ces choses qui sont désormais plus concrètes, vous allez pouvoir les utiliser dans ces fameuses modélisations
de votre vous futur de dans 10 ans qui aura fumé ou qui aura tenu bon pendant le sevrage. Maintenant que vous avez rempli les 3 étapes de l'exercice, je voudrais insister sur un point. Il ne s'agit pas de faire cet exercice une fois et puis de l'oublier. Il ne s'agit pas de jeter le papier à la poubelle ou de mettre le fichier texte dans un coin obscur de votre ordinateur. Si vous avez opté pour l'exercice en version papier, laissez les notes que vous avez prises dans un endroit important de votre quotidien. Ça peut être laisser les notes sur votre table de nuit ou votre table de chevet, si vous faites partie des gens qui ont une table de nuit. Ça peut être laisser les notes sur la table de la cuisine, sur la table du salon, ou dans votre bureau, sur votre bureau, si vous avez un bureau chez vous. Je ne parle pas de laisser traîner les notes sur votre consommation de cannabis au travail, c'est pas de ça que je parle. Et si vous avez choisi de faire l'exercice en version numérique, mettez le fichier texte au milieu de l'écran bureau de votre ordinateur et mettez-le aussi dans votre smartphone, si ce n'est pas déjà fait. Copiez le fichier pour en avoir une version PDF ou une version même modifiable sur votre smartphone. Parce que les moments de découragement, ils reviendront. Vous n'allez pas en avoir un seul et vous n'allez pas en triompher définitivement juste aujourd'hui grâce à cette vidéo et parce que vous avez fait l'exercice. Il faut que les notes soient accessibles pour vous replonger dedans, pour vous replonger dans la projection future d'un vous qui n'a pas réussi à arrêter le cannabis et la projection future d'un vous qui a réussi pendant le sevrage actuel à arrêter définitivement de fumer. En ayant ces projections à disposition pour les comparer et en ayant ce bilan de vos années précédentes, vos années de vie de fumeur et de tous les inconvénients qui se sont accumulés pendant ces années-là en lien avec le cannabis, vous aurez un repère pour trouver de la motivation parce que pendant que vous traverserez les inconvénients du sevrage, vous pourrez les comparer avec les inconvénients sur le long terme de la consommation de cannabis passée et future. L'exercice que je vous ai fait faire aujourd'hui en vidéo, vous pouvez le retrouver au format écrit dans le guide du sevrage cannabique que j'ai écrit avec tout le soin dont j'ai été capable. J'ai passé 4 semaines entières à rédiger ce guide. Vous pouvez le recevoir gratuitement, il y a un lien en description de la vidéo. Vous mettez votre adresse mail dans le formulaire et vous recevrez un mail par jour pendant une semaine. Pourquoi un mail par jour et non pas un gros PDF d'un seul coup ? Parce qu'il y a beaucoup trop d'informations dans le guide pour que ce soit digeste de l'avoir en une seule fois, et aussi parce que le sevrage, c'est une épreuve d'endurance, et je trouvais que c'était beaucoup plus motivant de recevoir un mail par jour pendant une semaine, plutôt que de tout recevoir d'un coup, et puis après de se sentir, entre guillemets, abandonné. Je vous invite vraiment à télécharger ce guide si vous êtes en période de sevrage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.